Bonjour tout le monde, je m'appelle Anne Larouche et bienvenue à Page de Garce, le podcast littéraire où on parle socio et politique à partir du point de vue des théories féministes. On ne naît pas femme, on le devient. Une phrase très connue, mais très souvent aussi mal comprise, qui vient du Deuxième sexe de Simone de Beauvoir, donc un livre en 2 parties qui pose la question « C'est quoi une femme? » Donc oui, on veut se battre pour les droits des femmes, mais peut-être qu'on devrait aussi se poser la question à savoir qu'est-ce que c'est, ce pourquoi on se bat, qu'est-ce que c'est être femme. Donc aujourd'hui, on va découvrir comment le deuxième sexe fait partie des livres et des théories à la base de ce concept de genre dont on parle énormément aujourd'hui, sans même en fait énoncer le mot genre, c'est venu beaucoup plus tard. Donc les questions auxquelles on va répondre aujourd'hui dans ce podcast, ben évidemment, comme on vient de le dire, on va se demander qu'est-ce que ça veut dire, on ne naît pas femme, on le devient. C'est quoi une femme pour Simone de Beauvoir? Est-ce qu'il existe une nature féminine profondément au fond de nous? Et selon les phrases, selon les réponses obtenues plutôt, qu'est-ce que ça indique sur les moyens entrepris pour lutter pour les femmes? Parce que bien évidemment, la conception qu'on va avoir va vraiment déterminer les moyens et surtout l'idéal qu'on souhaiterait atteindre. Donc, on va aussi passer par toutes les critiques à la pensée de Beauvoir, les lacunes peut-être, mais aussi en quoi elle est encore bien trop souvent, sur certains points, mal comprise, ou est-ce qu'on n'accepterait même pas qu'est-ce qu'elle a énoncé, alors que c'est un livre qui date de 1949, ça fait longtemps, malgré le fait même que Simone de Beauvoir est souvent la féministe sur laquelle tout le monde s'entend, très connue, mais on ne connaît pas grand-chose d'elle. Donc, outre le titre de son livre, Le deuxième sexe. Donc, cet épisode sur Simone de Beauvoir et le premier épisode, encore une fois, d'une petite mini-série qui va être consacrée à une certaine généalogie du genre selon une perspective un petit peu plus occidentale, mais aussi comment le genre est un cadre d'analyse, tout simplement fondamental dans les études féministes, dont on pourra aussi faire les comparaisons avec le traitement ailleurs et à d'autres époques. Donc, les 2 prochains épisodes vont être consacrés à La pensée straight de Monique Wittig ainsi que Troubles dans le genre de Judith Butler, et j'y vais dans cet ordre particulier parce qu'évidemment, il y a des liens entre chacune de ces œuvres. Donc, petite parenthèse, d'ailleurs, c'est le premier podcast que j'enregistre depuis que le podcast a été lancé. Tous les autres ont fait avant que je les publie. Et je souhaite vraiment vous remercier très très fort pour l'accueil chaleureux que vous l'avez fait. Je sais que c'est un tournant particulier par rapport à ce que j'ai pu faire avant sur les réseaux sociaux, mais ça me fait vraiment plaisir de voir qu'il y a des gens qui sont, comme moi, vraiment intéressés à savoir plus sur le féminisme puis à discuter de ça. Les gens qui m'ont parlé de leurs réactions, c'était vraiment des commentaires qui m'ont vraiment fait chaud au cœur, très senti. Donc, merci à tout le monde d'être là pour Page de Garce, ça me fait vraiment plaisir et il va seulement y en avoir plus dans le futur. Et d'ailleurs, grosse dédicace à Doji Jibom, qui est donc l'artiste derrière le cover de ce podcast. Et il est cité là, à la fin de chacun des podcasts, mais je vous invite à aller passer voir son compte Instagram aussi. Il fait des prods de rap, notamment. Donc, grosse dédicace à toi, Doji, on t'aime. Donc, sans plus tarder, sautons dans le vif du sujet. Qui est Simone de Beauvoir? Simone de Beauvoir est née en 1908, morte en 1980. Elle a étudié à l'Université de Paris en philosophie, donc elle est philosophe, et elle a été professeure jusqu'en 1943. Ses œuvres ont gagné plusieurs reconnaissances en France, bien évidemment, vous aurez compris, notamment le prix Goncourt pour son livre Les Mandarins. Elle est une philosophe existentialiste, elle a eu une relation toute sa vie avec Sartre, Jean-Paul Sartre, évidemment, et son œuvre la plus connue, son magnum opus, est Le deuxième sexe, bien évidemment. Elle a aussi fait partie du mouvement de libération des femmes, qui est un mouvement féministe plutôt connu en France dès les années 1970. Petite nuance sur Simone de Beauvoir qui est très importante de faire, et ça va quand même expliquer des choses là, plus tard. En fait, elle a été accusée d'agression, donc notamment par dans un livre là, qui est de Bianca Lamblin, qui était son élève
qui a été publié en 1993. Elle a parlé de l'abus de la relation qu'elle a eue avec Simone de Beauvoir dans son livre qui est donc Mémoire d'une jeune fille dérangée, petit jeu de mots sur un de ses livres connus de Simone de Beauvoir qui est donc Mémoire d'une jeune fille rangée. En 1943, elle a été suspendue pour ses relations avec ses élèves. On a révoqué son poste d'enseignement. En fait, elle aurait pu réenseigner, là, mais elle ne l'a jamais refait. Puis c'est vraiment avec 3 élèves, principales, que ça s'est passé, selon mes calculs, selon les âges des élèves et les moments des faits. Ils avaient environ 14-16 ans entre ça. Donc c'est Nathalie Sorokin, Bianca Lamblin et Olga Kozakiewicz. La technique, là, c'est un petit peu comme d'abuser d'elles et les rabattre à Sartre, selon les propos de ces femmes-là. Puis aussi, elle a été signataire d'une pétition en 1977 de l'affaire de Versailles. Donc pour ceux qui ne sauraient pas, c'est une pétition qui a été faite, qui a été plus tard, là, on l'a dévoilé, qu'elle a été écrite par Gabriel Matineff, qui a d'ailleurs été dénoncé par Denise Bombardier là, pour son abus sur les petites filles. On connaît tous là, cette entrevue assez connue, on pourrait dire. Mais celui-là, c'était un pédophile notoire. Là. Il a notamment écrit des livres pour défendre le fait que lui, il était attiré par les personnes d'extrême jeunesse. Donc, voilà. Il a donc écrit une tribune dans Le Monde qui était par rapport au procès de l'affaire de Versailles, qui dans le fond c'était une affaire là, par rapport à une accusation d'attentat à la pudeur. Là, c'est des mots qu'on utilisait à l'époque de 3 hommes qui auraient comme pris en photo des filles, qui les auraient agressées, des caresses, etc. Et lui, Gabriel Matineff, là, il était vraiment comme pour dire que c'était une détention préventive de ces hommes-là, inacceptable, et la condamnation aussi, car comme il disait, à 13-14 ans, on devrait avoir le droit d'avoir des relations avec qui on veut, puis ça devrait pas être jugé comme une agression, que, bon là je vais citer une partie là, de sa tribune, « Nous considérons qu'il y a une disproportion manifeste, d'une part, entre la qualification de crime qui justifie une telle sévérité et la nature des faits reprochés, d'autre part, entre le caractère désuet de la loi et la réalité quotidienne d'une société qui tend à reconnaître chez les enfants et les adolescents l'existence d'une vie sexuelle. Entre parenthèses, si une fille de 13 ans a droit à la pilule, c'est pourquoi faire. » Donc, ça a été signé par Beauvoir, Gilles Deleuze, Françoise d'Aubonne aussi, Jean-Paul Sartre, donc énorme déception. Et également, là, il va y avoir quand même plusieurs remarques racistes là, dans le deuxième sexe, notamment, en fait, surtout envers les Maghrébins et les personnes musulmanes. Donc, ça, c'était les disclaimers sur Simone de Beauvoir, assez du sale, comme on pourrait dire. Et ce n'est vraiment pas justifié, là, parce qu'elle est une femme, là, donc je le reproche tout autant qu'aux autres. Elle faisait partie, dans le fond, de ce cercle d'impunité, d'agression patriarcale. Là. Donc, comme je vous disais, c'est 2 tomes, et dans le premier tome, Simone de Beauvoir va nous parler un peu des origines de la misogynie. On pourrait dire, en fait, elle va aller à la recherche de pourquoi est-ce que la femme, elle est l'autre de l'homme. Donc, on va commencer avec une petite introduction dans ce livre-là. Elle dit qu'elle est contre l'essentialisme, mais qu'elle ne veut pas nier le vécu particulier. Et ça aussi, je pense que c'est quelque chose que les gens ne comprennent pas vraiment. Un petit peu, on en a parlé dans l'épisode sur l'intersectionnalité. C'est pas parce qu'on dit qu'on est pareil que dans la société, on vit le même traitement et qu'on ne devrait pas avoir des mesures pour contrer ce traitement différencié. Et là, elle le dit, là, même dans le premier paragraphe de son livre. Elle dit que la femme, c'est l'exception et que l'homme, c'est le standard, autant au niveau du corps, et que les femmes, en font, elles critiquent qu'elles seraient plus solidaires à leur classe. Donc, par exemple, elles seraient comme plus portées à supporter la bourgeoisie si elles en font partie, ou les luttes ouvrières, que les femmes en tant que telles. Donc, pour Beauvoir, le problème de la question des femmes, comme on appelait le féminisme à l'époque, ben, c'est qu'on qualifie la femme de non nécessaire, mais que t'as besoin de te qualifier de cette façon-là pour faire des revendications. Donc, comme je vous dis, le premier chapitre, c'est « Pourquoi la femme est l'autre ?» Bon, ça va être un petit peu sur la question des deux tomes, évidemment. Premièrement, du côté de la biologie, est-ce que la femme est l'autre parce qu'elle est différente comme dans son corps? Premièrement, toutes les comparaisons avec les animaux, ben, il faut poser la question humaine dans un contexte humain. Donc déjà, on peut pas comparer aux animaux. Puis aussi, on ne vit plus dans l'état de nature. On n'utilise pas nécessairement comme 100% de nos capacités. En fait, on n'utilise pas du tout le 100% de nos capacités au quotidien. Donc la différence rendue là, ben, elle est annulée. Si jamais il y en a un qui était comme plus fort, entre guillemets. Bon, après, tous les gens qui vont me dire ça, je vais dire comme, excuse-moi, essaie d'accoucher, puis on s'en reparlera après de ta force. Hein. Aussi, ben, quand on parle des mœurs d'une société, mais ça vient pas de l'espèce en soi, mais de la société. Donc, ça peut pas se déduire de la biologie, mais plutôt des rapports sociaux. Après, Simone de Beauvoir va aussi parler là, comme d'un concept où le corps de la femme la dépasserait, versus l'homme qui serait pas dépassé par son corps. Donc, une sorte d'aliénation
notamment par les règles, la grossesse, etc., un peu comme un incontrôlable. Bon, après, je suis désolée Simone, mais on pourrait aussi dire que les conditions dans lesquelles on laisse vivre les femmes, ces éléments de leur vie, par exemple les règles, comment la vie n'est pas adaptée aux règles, ou à la grossesse, etc., ben ça crée ce dépassement-là. Donc encore une fois, elle dit, en fait ça va être un petit peu ça la morale de tout le long, là, elle dit qu'il y a une différence entre comme société, nature et tout, mais des fois on dirait qu'elle se mélange encore. Du côté de la psychanalyse, évidemment, une science humaine là, de cette époque-là très en vogue, elle va nous parler bien évidemment des positions de Freud, évidemment, si on s'attarde un peu au texte féministe de cette époque-là, ça va vraiment beaucoup revenir. On n'est plus vraiment dans la psychanalyse comme avant, là, surtout pas à cette époque-là. Mais on remarque que les idées restent encore vraiment ancrées dans notre société. Donc je trouve que c'est intéressant quand même. Et Freud, qu'est-ce qu'il dit sur les femmes? Essentiellement, c'est qu'elles auraient comme un complexe de castration et une envie du pénis. Là, ça, c'est comme les femmes en général, ok? Fait que ça serait comme une envie fondamentale des femmes de détenir le pénis des hommes, parce qu'évidemment, oh my god, je veux vraiment un pénis, tu sais. Puis ça viendrait de l'enfance, de voir le garçon qui pisse debout, puis que genre t'aurais un sentiment de mutilation, là. Ok, genre je peux pisser debout si j'écarte mes jambes aussi, là. En tout cas. Lui, Freud, il voit vraiment comme la sexualité libre de l'influence de la société. Évidemment, ce qui est comme faux, parce que même Simone de Beauvoir l'a dit, ben, ce qui vient avec avoir le pénis, ben, c'est comme une valorisation sociale. Donc forcément, les filles voudront avoir un pénis, mais est-ce que tu veux vraiment le pénis ou tu veux juste comme les bénéfices que les hommes ont? Voilà, Freud. Et qu'est-ce qu'on voit vraiment dans l'idée fondamentale freudienne, c'est que l'anatomie, c'est le destin. Donc tu peux comme vraiment pas échapper à qu'est-ce que ça veut dire, ton corps, c'est comme tout le complexe d'Oedipe, vouloir baiser sa mère, tuer son père, etc. Et notre sexualité serait comme fondamentalement inscrite dans ce corps-là. Mais que, pour Beauvoir, la biologie est soumise aux identités qu'on crée aussi par-dessus. Donc, elle critique le fait que Freud, sa sexualité est basée comme sur le passé versus l'avenir. Avec tous ces arguments-là, ben on peut pas baser... c'est invalide, encore une fois, du côté de la psychanalyse. Du côté du matérialisme, bon, juste pour une petite définition rapide, pour se rappeler c'est quoi, ben c'est la théorie marxiste de l'histoire, d'après laquelle les faits économiques jouent un rôle déterminant dans les phénomènes historiques, politiques, sociaux. Donc, pour les mettre dans des mots plus simples, c'est l'étude dynamique des luttes et ce qu'elles en disent sur la société et l'évolution des situations jusqu'à aujourd'hui. Vraiment voir comme les conditions dans lesquelles les groupes ont existé pour voir qu'est-ce que ça veut dire. Donc, Simone de Beauvoir nous dit qu'auparavant, on avait plus à faire un travail complémentaire entre les hommes et les femmes. Ça, encore une fois, ça nous fait appel à l'épisode sur le capitalisme. Et qu'il y a eu un pivot entre communautaire jusqu'à propriété privée. Donc là, elle soutient que le socialisme, ben, c'est nécessaire aux droits des femmes. Si on peut pas obliger à enfanter, on peut mettre toutes les conditions pour faire qu'on force les femmes à enfanter, on force les femmes à faire ce travail-là. Donc au final, ben, c'est plus comme l'organisation du travail depuis le passé qui a créé que les femmes ont ce travail-là. Donc encore une fois, là, c'est vraiment la position féministe anticapitaliste qu'on pourrait voir. Donc cependant, elle dit que juste cette vision-là, si on se tient juste à la vision économique, ben, c'est insuffisant pour définir le conflit homme-femme au complet. Donc, encore une fois, non seulement est-ce que ce n'est pas assez pour parler du problème, mais en plus, ben, ça nous confirme encore une fois que ce n'est pas ça qui fait que la femme est l'autre. Parce que c'est des conditions qu'on a créées. Bon, après, on va passer à l'histoire. Simone de Beauvoir va nous faire un bon cours d'histoire très occidentale. Et on va nous parler surtout de la horde primitive, là, on pourrait dire, tu sais, comme la tribu d'hommes des cavernes qu'on s'imagine souvent quand on pense au début de l'humanité, un peu ce mythe du campement originel où les femmes resteraient dans la grotte et l'homme partirait à la chasse, ok? Et pour Simone de Beauvoir, cette étude de l'histoire-là, ben, ça dirait que l'homme aurait comme son premier projet qui transcende, donc un terme très existentialiste, mais qui dit dans le fond que pour résumer facilement, c'est comme l'accomplissement de soi, en chassant versus la femme qu'elle est comme rivée vers son corps dans la maternité. Elle ne peut pas se transcender parce qu'elle n'aurait comme pas ce projet-là autre. Que par la sédentarisation, par la suite, ben, les hommes n'auraient jamais reconnu la contribution des femmes dont le corps est comme plutôt vu comme un handicap. Alors que lui, il aurait comme l'outil pour, je sais pas, le travail dans les champs, lorsqu'il construit son projet versus la femme, encore une fois, captive de son corps. Et ensuite, les femmes, ben, leurs conditions seraient tout simplement liées à la propriété privée et l'histoire écrite par les hommes. Donc,
c'est un peu drôle ici, parce que autant Simone de Beauvoir nous dit que l'histoire des femmes est définie par les hommes, à partir de ce moment-là, que les conditions qu'elles vivent vont être totalement issues de l'imaginaire masculin, mais en même temps, j'ai l'impression qu'elle valide un petit peu aussi le fait, tu sais, elle dit « Ah, la femme était rivée à son corps. » Like, OK, girl. Pour reprendre les arguments de Christine Delphi, qui est une féministe matérialiste contemporaine à Simone de Beauvoir, ben, est-ce que toutes les femmes étaient enceintes en même temps? Est-ce que allaiter puis la grossesse, ça rendait incapable de toute chose, de A à Z? Est-ce que, genre, t'es enceinte toute ta vie ou que t'avais aucun contrôle sur ta fécondité? On le sait qu'il y avait des moyens. Puis pourquoi aussi on se baserait pas sur la force à qui irait chasser? Fait que dans le fond, ce mythe du campement originel que Simone de Beauvoir valide à un certain point, même si elle dit qu'à partir de la sédentarisation, les hommes ont construit l'histoire à leur avantage, l'histoire des vainqueurs, évidemment, comme d'habitude, et ça, je suis totalement d'accord. Mais est-ce que ce mythe-là serait comme une supposition, une création d'un imaginaire déjà contaminé par un esprit misogyne? Je crois que oui. Donc, oui, dans la critique de l'histoire, il faut voir que les femmes sont effacées du monde, mais est-ce que c'est nécessaire de trouver comme une origine du patriarcat comme celui-là? Donc, avec cette expression sur l'histoire, qui est, encore une fois, qui crée la femme, ben, elle va dire que la condition économique des femmes qui est tout le temps faite par les hommes, ben, c'est un peu la limite de la libération ici, où est-ce qu'on rejoint un peu Virginia Woolf. Et peut-être qu'à des époques, les femmes seraient plus libérées, tout dépendant du pouvoir qu'elles avaient sur leurs conditions. Ensuite, Simone de Beauvoir nous parle de mythes, la prochaine catégorie dans son livre. Autant, là, c'est vraiment comme des mythes, par exemple, parler de la Bible ou des mythes partout dans le monde, encore une fois. Autant, c'est vraiment comme des croyances qu'on va avoir plus culturelles ou des a priori qu'on va avoir sur les femmes. Pour elle, la différence créée avec la réalité de la femme, ben, ça crée la réalité de l'homme. Donc, ça crée l'homme, en soi. Fait que dire qu'il y a une différence, ben, c'est ça qui fait qu'il existe un homme et une femme. Fait que dans le fond, comme c'est que le fossé entre ce qu'on crée de la réalité des femmes, ben, l'homme va être à l'opposé de ça. Fait que c'est comme des créations, à la base, selon son analyse, des mythes. Encore une fois, là, c'est comme des résumés, là, il faut lire le livre pour voir peut-être toutes les explications un peu plus littéraires, on pourrait dire. Elle dit aussi que chaque conscience, ben, elle va prétendre se poser seule comme sujet souverain. Par exemple, moi, dans mon corps, ben, je détiens uniquement ma conscience et il y a le reste du monde autour de moi, entre guillemets, et ben, j'aurais comme l'impression d'être sujet de cette existence-là, souveraine. Donc, l'homme, dans cette différence-là qu'il crée, ben, lui, il se prend pour sujet souverain, et le reste serait comme les objets de son analyse, de son existence à lui. Donc, la liberté de l'homme, ben, elle est définie par la docilité de la femme, parce que si lui se prend pour le sujet et il veut être libre, ben, il va bien évidemment être l'opposé de ce qu'est la femme. Donc, tout ce que la femme fait ou ne fait pas, en l'occurrence, ben, ça va comme délimiter sa liberté à lui. Mettons, dans le christianisme, ben, la femme va toujours être définie dans son rapport à l'homme et jamais en tant que telle, alors que l'homme va faire des choses. Par exemple, la Vierge comme Ève, oui, ce sont des femmes, mais elles sont toujours le sexe, donc toujours leur rapport à l'homme. Dans les mythes occidentaux aussi, on va remarquer que souvent, l'homme est dépeint comme un dieu déchu, surhumain, alors que la femme, elle est attachée à l'humanité, à l'animal, au sauvage, à la nature. C'est-à-dire qu'il va comme projeter sur elle sa contingence au corps. Donc le fait qu'elle est comme prise dans son corps, qu'elle est prise dans sa matérialité. Et là, ça va s'étendre même à tous les aspects de sa vie, donc les règles qui sont comme un salissement, parce que c'est sauvage, c'est la nature, la virginité aussi. Les hommes, quand ils vont arriver, puis enlever la virginité d'une femme, étant donné qu'ils sont surhumains, mais c'est comme être le dieu d'un monde que tu crées. Donc, c'est là qu'on voit vraiment que un peu pourquoi la femme a toujours été associée à la nature. La beauté, un peu des femmes qu'on encouragerait, ce serait un moyen de se détacher de cette nature-là, de camoufler le vieillissement, parce que sinon, ben, on est comme trop mis face au fait que c'est comme un être de chair, de nature, et dans son corps, dans les mythes, dans les standards de beauté, de passivité, ben tout ça, en fait, c'est pour immobiliser cet état-là, qui est un peu, qui roule malgré nous. Donc, elle va parler notamment, tu sais, comme des souliers qui empêchent de marcher, des ongles longs qui empêchent de prendre des choses, tous les standards de beauté. Au final, la beauté, c'est pas juste comme trouver beau, c'est un système
qui serait comme plus dans l'encouragement des femmes à ne rien faire pour pas voir qu'elles font quelque chose comme les humains, qu'elles sont humaines. Donc, bon, là après, petite critique à Simone de Beauvoir, qui suppose souvent que le corps des femmes orientales, en grosses guillemets, est comme un peu essentiellement ainsi, on pourrait dire, là, dans le sens où comme il serait comme attirant pour les hommes, puis qui rappellerait comme plus la nature que le corps des femmes, en parlant souvent comme des fesses des femmes non blanches. Donc, voilà, Simone, on te juge. Il y a aussi des mythes sociaux, là, qui sont vraiment que comme plus un homme possède de femmes, entre guillemets, plus ça fait augmenter sa réputation, puis plus elle est difficile à conquérir, plus ça augmente aussi, comme le mérite d'avoir conquis cette femme. On pensera à toutes les rom-coms des années 1990, où dans le fond, le point du film, c'est genre le gars qui est genre « Non mais encore, non s'il te plaît, mais viens en date avec moi », puis la fille genre « Non, non, non », puis là, après elle dit oui, genre. Comme la persistance augmente aussi ta virilité, puis que le consentement accordé à la fin de ça, ben c'est comme le trophée ultime de genre « Wow, je suis tellement un homme ». Aussi, dans les autres mythes sociaux qu'il y aurait, c'est que ben, le corps de l'homme suppose la présence de la femme, mais pas l'inverse, on pourrait dire. Là, c'est aussi drôle, ok, parce qu'il y a tellement de choses que Simone de Beauvoir parle, puis on peut comme les associer à des concepts un peu plus aujourd'hui, puis un peu dingue, on pourrait dire, à la page 274, ben, dans l'édition que j'ai, bien évidemment. Elle nous fait une belle citation sur qu'est-ce qu'on pourrait qualifier de post-nut clarity, qui veut essentiellement dire que l'homme est attaché à la femme, au désir de la femme par son corps, parce que son pénis, vu que c'est ça comme son moyen de se transcender, de s'accomplir, vu que c'est comme le divin objet, là, ben, et qu'il suppose la femme, donc son vagin, ben c'est comme par le sexe avec la femme qu'il se transcende. Mais, par exemple, qu'est-ce qu'il se passe quand il accomplit ce désir? Parce qu'évidemment, il faut qu'il refasse le désir qui souvent enveloppe le dégoût, retourne au dégoût quand il est assouvi. Post-coitum, homo, animal triste, la chair est triste. Et bientôt en lui, le désir renaît. Car dans son propre corps, l'homme ne rencontre le besoin sexuel que comme un besoin général analogue à la faim ou à la soif, et dont l'objet n'est pas particulier. Bon. Comme je vous dis, Simone de Beauvoir, elle ne dit pas des facts tout le long, mais je trouve ça très très drôle. Post-coitum, homo, triste, ça me fait trop rire, là. Mais bon, toute cette critique, là, j'ai une petite critique là, sur le corps qui présupposerait la femme, c'est une vision comme vraiment straight. Si on dit que comme le pénis suppose un trou, there are other holes. Juste pour le dire comme ça, ok, là. Donc c'est un peu une vision très comme reproductionniste. On pourrait dire que le sexe, c'est l'ultime finalité du sexe, mais c'est comme la reproduction. Fait que ça essentialise aussi un petit peu le désir masculin, là. Fait que, pour dire que c'est vraiment juste ça. Elle passe son temps à dire que dans le fond c'est créé par la société, mais est-ce que ce désir-là et le post-nut clarity serait pas un peu une réalisation aussi de ce désir-là qui est formé par la société. Juste pour résumer un peu cette façon d'être des mythes, et je pense que c'est vraiment issu de l'imaginaire occidental, c'est que l'homme a la grosse tête et il se place au milieu de tout, un peu quand il se dit sujet, puis qu'il impose cette vision-là qui est donc très occidentale à tout le monde, donc les femmes, un peu le désir là, de se séparer de la nature et du corps, très Descartes, très dualiste, maître et possesseur de la nature, maître et possesseur des femmes. Fait que selon les mythes, qu'est-ce que c'est la femme pour l'homme? Mais c'est comme un peu autant ce à quoi l'homme aspire, parce qu'il possède pas cette capacité-là d'enfanter, on pourrait dire. Fait que c'est pour ça qu'il va posséder la femme, puis ce que l'homme craint parce qu'il ne possède pas. Donc c'est pour ça qu'il va la mépriser, en plus de la posséder. Donc la femme idéale pour l'homme, dans le fond, ça serait un peu comme la femme parfaitement opposée et qui permet à l'homme de s'accomplir en ne faisant aucun effort. Donc juste par un peu ses comportements, mais elle est radicalement opposée. L'homme a pas du tout besoin d'agir différemment pour accomplir son idéal masculin. Et ça fait un peu penser au féminine mystique de Betty Friedan, dans lequel on reparlera, encore une œuvre là, qu'on a plein de critiques à faire. Elle dit aussi que c'est un peu possible pour une femme de s'approcher du monde masculin si un homme l'y emmène, mais elle ne va jamais pouvoir y rentrer étant donné qu'elle est comme opposée, puis faire partie. Alors que l'homme, lui, va même jamais daigner faire l'inverse parce qu'il est supérieur à ça, étant donné qu'il est surhumain. Et aussi, comme dans toutes les représentations des mythes, mais la femme, quand elle est absente, mais ça indique que tout
dans quoi elle n'appartient pas, ben elle est l'autre, dans le fond, parce qu'elle ne fait pas partie de ce monde, et ce vide-là est nécessaire pour marquer la différence. Aujourd'hui, on pourrait dire marquer le genre, dire que l'autre n'est pas un sujet. Donc, encore une fois, on le voit dans les films aujourd'hui. Oui, peut-être que dans Marvel, il y a genre... Je me rappelle plus comment ça s'appelle, le Captain Marvel, qui c'est une fille. Mais genre, au final, ça reste une représentation aussi qui est fondamentalement masculine. C'est une femme vue par un homme. Le sujet de ce film-là n'est pas nécessairement féminin. Donc, sa représentation, elle ne met pas en présence nécessairement plus une femme. Donc, on ne sort pas de ce monde de mythes masculins. Et c'est là aussi que Simone de Beauvoir, elle nous dit, c'est un petit peu qu'est-ce qui va choquer encore aujourd'hui, mais être une femme, mais ça ne suffit donc pas à définir le féminin parce qu'il y a un comportement à adopter, on doit se conformer parce que si on se trompe, ben il y a des conséquences, tout simplement. Donc, en fait, être une femme, c'est plus une activité que quelque chose en soi. À partir du moment où j'ai le vagin, ben ça veut pas dire que j'ai réussi à faire de l'homme un homme. Donc, le patriarcat, selon Beauvoir, son but, ben, c'est de conserver évidemment le patrimoine des hommes, leurs biens, leurs pouvoirs. Fait que ça inclut une dimension de transmission, d'arrachage, et c'est impossible. Si tu essaies d'utiliser la féminité pour y parvenir, ben c'est mauvais, c'est raté, parce que ce n'est pas une activité masculine. Ensuite, Simone de Beauvoir, toujours dans les mythes, elle va nous parler du mythe du mystère féminin. Encore une fois, c'est attaché un peu à sa philosophie existentialiste, dans laquelle, par l'action, on s'accomplit. Donc, en fait, juste le fait d'être présent, là, ça ne veut rien dire. Fait que ton corps de femme, mais ça veut pas dire que t'es une femme. Et là, c'est là aussi que c'est très queer, qu'est-ce qu'elle pense. Pourtant, on accorde une signification... En fait, les hommes accordent une signification à ce mystère féminin-là, même si on peut comme pas en dire grand-chose. Puis ça vient du fait que les hommes partagent seulement la connaissance de l'expérience homme entre eux, donc ils peuvent relate, on pourrait dire, mais pour eux, la femme reste un mystère. Donc même si c'est juste comme un état d'être pour eux, ils lui accordent un faire déjà. En fait, c'est ce qui arrive quand on se considère seulement comme la personne qui détient le savoir, là. Donc, encore une fois, une petite citation qui est à la page 401 à la toute fin de ce livre, et qui dit qu'au final, il n'y aurait pas tout à fait d'essence à la femme. Un existant n'est rien d'autre que ce qu'il fait. Le possible ne déborde pas le réel, l'essence ne précède pas l'existence. Dans sa pure subjectivité, l'être humain n'est rien. Si on considère une femme dans sa présence immanente, on ne peut absolument rien dire. Donc, c'est là que, en fait, elle nous dit... Le corps, contrairement à Freud, l'anatomie, c'est pas le destin. L'anatomie, c'est l'anatomie, ça ne veut rien dire. Et là aussi, elle fait un petit peu, une petite droite aux hommes en disant que reconnaître dans la femme un être humain, parce qu'en fond, c'est là le problème quand l'homme se pose comme sujet et comme la femme comme objet de son analyse, ben, il ne la considère pas comme humaine comme lui. Ben, reconnaître dans la femme un humain, ce n'est pas appauvrir l'expérience de l'homme. Fait que les hommes qui ont comme peur de disparaître comme une espèce de... Après un monde féministe, là, les masculinistes aujourd'hui qui disent « Oh, mais les femmes, elles ont tout pris, maintenant c'est nous les opprimés. » Big, genre, est-ce que t'es un enfant unique, là? C'est pas parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui parle, qui apporte sa perspective, que la tienne, soudainement, elle n'est plus valide, là. C'est pas... On va pas arrêter de t'écouter, on fait juste partager le temps de parole, là. Tu sais, c'est comme... Les femmes aussi ont une subjectivité, c'est ça qu'on veut dire. Donc, encore une fois, pour Beauvoir, c'est une autre phrase qui m'intéresse vraiment beaucoup. Elle dit que, évidemment, comme il ne suffit pas d'avoir un corps de femme pour l'être, mais la vraie femme, c'est celle qui s'accepte comme l'autre, celle qui va... en fait, l'idéal de féminité, c'est celle qui va se soumettre à l'homme, on pourrait dire. Parce que l'accomplissement de la femme, fondamentalement, selon ces mythes sociaux-là, ben, il ne peut pas nuire à l'accomplissement de l'homme. C'est vraiment ça que je reproche aujourd'hui, c'est qu'on n'est pas considéré comme faisant partie d'une même chose, au sens du même. On nous voit toujours comme autres, différents, comme si, fondamentalement, on n'était pas autant des personnes. Et elle va nous dire... Ils acceptent dans une assez grande mesure que la femme soit une semblable, une égale, et cependant, ils continuent à exiger qu'elle demeure l'inessentiel. Écrit en 1949, je rappelle, de Simone de Beauvoir. La conclusion du tome 1, donc, ben, c'est que être femme, ben, c'est déterminé à partir du corps à la naissance, certes dans une perspective là, qui parle un petit peu le langage de la psychanalyse, mais qui n'est donc pas liée à une nature qui précéderait, ou le vagin n'aurait pas comme une signification en soi. La femme est faite par autre chose, qui sont donc les croyances sociales, par le retrait et l'effacement aussi de sa
possibilité d'être un sujet, d'avoir une subjectivité, et ça, c'est même visible dans l'histoire. Donc, là, on a parlé plus des faits et des mythes sur la femme. Dans le tome 2, on va plus parler de l'expérience vécue dans un livre qui se commence avec la fameuse phrase « On n'est pas femme, on le devient ». Donc, à partir de maintenant, comme je disais, on doit comprendre que femme, c'est une expérience, une matérialité, pas une essence ou une nature. La différence sexuelle est donc construite par le fait qu'on prend le sexe pour la façon qu'on voit le monde, plutôt par ce qui ferait notre subjectivité. Donc, on prend comme la cause et la conséquence à l'inverse. Elle va nous parler de quand on élève les enfants, qui ne serait pas différent, mais que la formation qu'on leur donne, ben, elle l'est. Donc là, encore une fois, elle va un peu chialer, valider un petit peu l'envie du pénis, puis pourquoi la fille se prendrait pour un objet en mode jalousie, pénis, voisin qui pisse debout, mais en tout cas. Donc, un garçon, pour plaire, il faut qu'il soit autonome. On va l'encourager à être fort, à faire des activités. Plutôt que la fille, pour plaire, il faut qu'elle cherche à plaire. Donc, premièrement, elle est dépendante de l'autre, parce que si on cherche à plaire, il y a tout le temps quelqu'un qui va comme donner son verdict. Mais en plus, ben, ça va tout le temps être selon un certain critère qui va changer. Donc, dépendant des critères et de qui les valide. On va aussi voir le caractère des femmes comme des petites filles plutôt, comme dramatiques. Alors que pour Simone de Beauvoir, ben, c'est plus une façon de se donner une importance quand on n'accorde pas une importance à qu'est-ce qu'elles vivent autant qu'aux garçons. Fait qu'elle va parler des petites filles qui pleurent. En tout cas, moi, je suis genre une pleureuse officielle, là. Fait que ça m'a quand même rejointe. Qui serait comme une façon aussi de romancer sa vie qui est autrement considéré comme futile, pleurer pour se faire en fait son propre drame parce que personne d'autre ne le comprend, on pourrait dire, se faire sa propre validation, on pourrait dire, dans son existence. À partir de la puberté, évidemment, il y a beaucoup de choses qui vont changer. La fille va évidemment prendre conscience qu'elle peut être vue, étant donné que toute sa vie, ben, c'est chercher à plaire, donc s'objectifier elle-même, on pourrait dire. Étant donné qu'il n'y a aucun privilège qui découle d'être vue, ben, elle va développer une peur des hommes, alors que la puberté chez le garçon, ben, étant donné qu'on valorise énormément le corps masculin et que lui, là, il est comme en voie de l'avoir, ben, il y a un rapport d'orgueil envers son corps, chose qui va faciliter le passage à l'âge adulte. Chose pourquoi aussi, la puberté chez les filles, c'est du sport. Donc, les avenirs n'ont même pas les mêmes sens par rapport au corps, comment on les valorise. Ensuite, vient l'âge des relations. Les relations des garçons avec les filles, ben en fait, les garçons, ben eux, c'est juste un élément de la vie. Là, je vais me marier, je vais travailler, je vais faire telle chose. C'est juste une partie. Alors que les filles, avec les hommes, c'est le destin. C'est la façon de s'accomplir. C'est un peu comme... C'est pas juste la cerise sur le sundae, c'est le sundae en soi. Oui, tu réussis peut-être là, en travaillant. Aujourd'hui, on pourrait dire... Mais si tu es mère, et on dit, est-ce que tu veux des enfants? C'est un peu la question qui va comme tout déterminer le sens de ta vie. Voilà. Donc, pour les filles, on encourage un peu comme la passivité dans les activités qu'on les élève, parce que, comme elle dit, la féminité, c'est la soumission dans les comportements, dans l'apparence, dans les valeurs, parce que sinon, t'as aucun capital séduction et ta valeur sociale descend. Mais on va aussi faire un amalgame entre amour de soi et validation des hommes. Donc, souvent, on va critiquer les filles, on va dire comme « Ah, tu fais juste comme vouloir la validation des hommes. » Je comprends, mais en même temps, on l'a tellement attaché à qu'est-ce que je vaux, ben c'est difficile de s'en sortir. Ça serait à l'origine de la compétition entre les femmes, cet amalgame-là entre amour de soi et validation des hommes, parce que, évidemment, c'est impossible de tout être gagnante. Donc, en fait, comme ta façon de t'aimer, mais ça va être de monter dans la hiérarchie de qui les hommes aiment le plus. Mais, bien évidemment, on va te dire, je sais que c'est difficile, mais tu peux régler tous tes problèmes et t'accomplir quand même par la maternité. Qui serait comme un peu vu comme la solution sociale à tous ces désavantages de la misogynie, comme si les femmes trouveraient comme 100% de leur accomplissement dans la maternité. Et ça, on l'apprend dans les médias dès la jeunesse, autant comme l'homme comme un idéal que la maternité. Donc, le futur est assez plein d'embûches. Ensuite, il y a plusieurs autres chapitres là, qui sont un petit peu plus des analyses littéraires, mais on tombe sur un chapitre que je trouve vraiment intéressant, qui est vraiment à la fin du livre, qui s'appelle « La femme indépendante », qui va comme être à la fois des justifications sur sa pensée que des solutions. Elle va introduire ce chapitre en disant que ben, les libertés ne servent à rien si on n'a pas les conditions pour en jouir. Là. Fait un peu aussi une justification, les gens qui disent « Ouais, mais vous avez le droit, genre, depuis comme 1970 de faire telle affaire. » Big, genre, s'il y a comme pas de clinique d'avortement disponible ou proche de chez moi, s'il y a plein d'embûches, s'il y a des délais, ben, je ne peux pas nécessairement me faire avorter. Donc, avoir le droit sur papier, ben, c'est vraiment
parce que ça sert pas nécessairement à grand-chose. Elle va nous dire aussi que le travail, mais ça permet de franchir la distance avec la situation du mal, évidemment, comme on sait, parce que ça améliore ta condition économique, mais seulement si l'organisation est socialiste du travail, parce que notamment, sinon, tu te ramasses quand même avec le travail du foyer. Donc, bon, après, c'est un petit peu une vision blanche au sens où elle pense un petit peu seulement dans la vision peut-être de la France métropolitaine où les femmes ne travaillaient pas, mais en même temps, il y a quand même une pensée par rapport au travail du foyer. Bon, c'est encore une fois à nuancer, mais j'apprécie Simone de Beauvoir est socialiste, donc toutes les personnes de droite aujourd'hui qui l'oublient, c'est quand même un bon oubli, là, comme on pourrait dire. Mais malgré tout ça, ces solutions-là, on pourrait dire, donc de changer comme la législation ou réorganiser le travail, devenir socialiste, déjà un bon planning, mais il garde un problème qui est culturel, le problème auquel s'attarde beaucoup le féminisme radical, où en fait, la femme n'est pas vue comme un homme au sens d'humain. Donc, c'est les mots qu'elle utilise, là. J'utiliserais pas nécessairement ça comme ça. Ici, on voit que la libération pour Simone de Beauvoir, c'est l'homme, et non comme un idéal d'humanité pour les deux. Et c'est drôle, parce que dans le fond, j'ai l'impression que des fois, elle se contredit ou elle se mélange. Après, je sais pas s'il faut comme l'accorder à l'époque, mais elle voit comme vraiment bien l'oppression des femmes, mais pas que les hommes sont aussi modelés. Dans le sens aussi, il y a une modélation pour être l'opposé de l'homme, mais forcément, il y a une modélation pour les deux. Je sais pas si modélation est un mot. Là, on tombe définitivement dans la partie la plus intéressante de la conception de la femme pour Simone de Beauvoir, entre guillemets, au singulier. Donc, c'est vraiment un bifurquement à la dernière seconde parce que à la fin du premier tome, on était vraiment plus dans « il n'y a pas d'essence », mais là, elle va nous dire que dans le fond, un peu le contraire. Il y a des nuances à faire. Donc, l'homme, son phallus, là, pour lui, c'est pas dans le chemin de la transcendance, c'est même comme un moyen de l'atteindre. Alors que la féminité, pour atteindre la transcendance, bien évidemment, mais ça demande de renoncer à être sujet pour être souverain, parce qu'évidemment, la transcendance, elle s'accomplit dans l'accomplissement de sa masculinité ou de sa féminité. Étant donné que la féminité se fait en étant l'opposé de l'homme, donc n'étant pas sujet, ben il faut comme que tu renonces à ça pour t'accomplir. Donc, autant elle critique c'est la masculinité et la féminité, autant elle dit, ben c'est comme ça qu'on s'accomplit. Pour la femme, ça serait comme autant une mutilation, rester dans le rôle de femelle, de ne pas être sujet, mais ça serait aussi une mutilation de répudier son sexe. Si tu accordes un comportement qui ne correspond pas à ton sexe, ben tu le répudies, ça ne fonctionne pas. Donc ça serait comme une mutilation dans les deux sens, fait qu'on est comme pris dans un dilemme. Donc elle implique, par ça, on pourrait dire, dans cette phrase qui m'a choquée quand je l'ai lue, j'étais foudroyée, là, on pourrait dire. Ça survient à la toute fin du livre, faut quand même traverser plusieurs chemins pour se rendre là, mais c'est fou, et il y a beaucoup d'impact dans la société d'aujourd'hui de ce féminisme-là, donc c'est pour ça aussi que je crois qu'il est tellement intéressant. Avec tout ça, ben, elle implique que le sexe, ben, c'est comme s'il tenait une signification intrinsèque, même si il n'en aurait pas. Donc l'anatomie n'est pas le destin, mais l'est un petit peu. Parce que il y aurait comme une naissance opposée à celle du mâle quand même, puisqu'on ne peut pas nier son sexe. On ne peut pas nier son essence, même s'il n'y en a pas. Elle va même dire, je cite, « renoncer à sa féminité, c'est renoncer à une part de son humanité. » Donc l'humanité, elle serait vraiment séparée en deux. Et ça, c'est une composante qui est très déterminante dans sa pensée. Qu'on va qualifier de différentialiste. On pourrait dire, qu'est-ce que c'est le différentialisme? Et je suis contente enfin d'introduire un peu mieux ce terme, parce que ça va être plus facile d'en parler dans les prochains podcasts. Dans le fond, c'est vraiment un courant de pensée où les hommes et les femmes seraient fondamentalement différents. Après, il y a plusieurs façons de l'aborder, celui-là, et ça s'oppose à une pensée un petit peu plus universaliste, là. Je n'aime pas vraiment ce terme, mais non essentialiste, on va la dire tout simplement comme ça, où dans le sexe, il y aurait pas de signification, on pourrait dire. En même temps, là, elle nous rappelle encore une fois que dans la même page, dans un paragraphe, que l'idée de la féminité, ben, elle est définie par la société, que ça vient de l'extérieur, des coutumes, puis que dans le fond, ne pas s'y conformer, mais ça ne fait pas devenir un homme. Si, mettons, je rate à mettre ma robe, ben, je deviens pas un homme pour autant, par l'opposé, je suis juste une femme ratée. Fait que c'est là qu'elle dit qu'on ne peut pas en sortir. Donc elle reste vraiment dans cette logique de l'un ou l'autre, et elle parle par exemple des adolescentes qui souvent vont croire pouvoir répudier les conventions en grandissant, peut-être ne pas se conformer tout de suite à être une femme, et ça me fait penser beaucoup au « I'm not like other girls », ben c'est vain, parce qu'il va y avoir des conséquences à ce comportement-là qui va être la féminité ratée,
Puis de toute façon, quand tu fais ça, ben, tu contribues à ériger la Convention. Donc, pour Simone de Beauvoir, vivre à la fois comme homme et femme, ben, c'est impossible. Donc, il faut absolument vivre comme une femme, 3 petits points, libérée. Donc, étant donné qu'on ne peut pas échapper. Mais il faut quand même noter, et ça me rejoint encore une fois, que ben, la femme qui va tentative, pas du tout une phrase, qui va tenter de se libérer, ben elle va souffrir d'infériorité envers les femmes soumises, parce que c'est elles qui vont détenir le capital sexuel et social. C'est quelque chose que je trouve qui est difficile, puis souvent, c'est vraiment quelque chose qui nous retient de peut-être agir de façon non conventionnelle, on va dire, parce qu'on va se dire « Ah ouais, mais les gens vont me trouver moins belle, blablabla, je vais comme être moins saisissable aux autres, on peut dire ça comme ça. » Mais au fond, à quoi bon garder ce capital sexuel s'il est sur un marché du sexe, genre, qui est inhéremment misogyne, pas bon et pas le fun? On va le dire comme ça. Donc, il faut se rappeler ça, j'ai envie de dire, quand c'est difficile. Je vais tirer encore une fois une citation. Je crois que c'est important de lire vraiment les mots exacts qu'elle dit, cette fois-ci de la page 629, par rapport à l'accomplissement des hommes qui, eux, ont accompli leur humanité, un peu comme en validant toute cette histoire qu'elle a pourtant critiquée, en disant que, certes, ils n'ont pas laissé la capacité aux femmes de le faire, mais eux, ils ont quand même réussi. Ils sont de grands hommes, ils sont de grands humains. Donc, la femme doit faire comme eux pour se libérer. Donc, la citation est la suivante. « Pour regarder l'univers comme sien, pour s'estimer coupable de ses fautes et se glorifier de ses progrès, il faut appartenir à la caste des privilégiés. À ceux-là, seuls, qui en détiennent les commandes, il appartient de le justifier en le modifiant, en le pensant, en le dévoilant. Seuls, ils peuvent se reconnaître en lui et tenter d'y imprimer leur marque. C'est dans l'homme, non dans la femme, qu'on a pu jusqu'ici s'incarner homme. » Donc un grand H. Bien évidemment. Donc, toujours à la page 631, qui est parmi les dernières phrases du livre, là, elle nous dit que c'est en s'assimilant aux hommes qu'elle, la femme, s'affranchira. Donc, au final, elle voit l'homme là, comme l'idéal. Elle l'a critiqué pour dire qu'il n'était pas parfait, mais au final, il le reste un petit peu à ses yeux. C'est là que je pense que c'est bien de parler un petit peu des deux équipes de différentialistes. Il y en a une qui serait vraiment plus tranchée, on pourrait dire, qui est vraiment un déterminisme. Le différentialisme de Freud, donc c'est vraiment l'identité sexuelle, tu nais femme, tu ne le deviens pas. Et plus fondationaliste de Simone de Beauvoir, qui est vraiment, au fond, et c'est là que sa phrase prend tout son sens, on ne naît pas femme, parce que ton corps ne veut rien dire, on le devient. Ouh! Donc, une phrase qui est souvent mécomprise au final, parce que les gens vont vraiment le prendre genre, on ne naît pas femme, on le devient, il faut comme que tu deviennes une femme, que tu deviennes forte dans un système pour défier l'oppression. Devenir femme serait comme pris pour défier cette oppression vécue par les femmes, alors que non, c'est une certaine condamnation, on pourrait dire. Simone de Beauvoir, elle reste dans ce différentialisme-là, attachée à un fond, on pourrait dire, qui serait comme le sexe. C'est un peu les premiers instants où il y a une dislocation entre sexe et genre, parce qu'avant c'était tout simplement sexe, et ça veut tout dire. C'est ça que je veux dire, c'est le piège libéral d'aujourd'hui, de mécomprendre qu'est-ce qu'elle a dit. C'est une pensée qui est beaucoup plus nuancée. La libération de Simone de Beauvoir, elle se ferait sous forme de réforme, parce que le système, au fond, vu qu'on peut pas y échapper, il fonctionne un petit peu comme ça aussi. Comme on a dit, le pénis est fait pour rentrer dans le vagin, il est correct, il fonctionne. Donc, la solution, c'est plutôt de valoriser et de permettre aux femmes d'accéder au statut des hommes, comme on a dit. C'est en devenant comme les hommes, mais que la femme, elle devient libérée. Donc, c'est comme impossible de s'affranchir du dualisme homme-femme, parce qu'on va toujours être l'autre de quelqu'un. Bon, après, ça, c'est une vision occidentale, j'ai envie de dire, très individualiste. On peut pas dépasser la raison souveraine du vieux dude blanc straight. C'est ça que je veux dire. Donc, cette libération-là aussi, elle mentionne que ça permettrait d'atteindre la vraie figure du couple humain. Donc, encore une fois, c'est une libération straight. Puis c'est précisément là que je pense que ça floppe. Mes critiques sur Simone de Beauvoir, dans le fond, tout le long, comme j'ai dit, elle critique comment homme-femme, c'est problématique, puis que c'est la socialisation qui crée homme-femme, mais à la dernière seconde, elle tourne puis elle dit « Mais on est attaché au sexe. On ne peut pas en sortir, donc
au final, cette socialisation-là, elle la valide un petit peu, même si elle dit que non. Ben, il y a aussi une vision que comme l'homme est neutre, que il n'est pas modelé par ces mêmes mécanismes que la femme, mais seulement dans la position dominante, puis que le patriarcat, donc la conservation du pouvoir et des biens, ben, ça se ferait tout simplement par ce modelage-là. Donc, elle voit vraiment que l'homme, c'est l'expression de l'humanité et pas la femme. Donc, c'est un idéal de libération qui est assez problématique pour moi, parce qu'on voit pas le problème chez l'homme, fait qu'on laisse comme toute la charge à la libération des femmes, premièrement, parce que si lui a pas de problème, il faut juste qu'il aide la femme à comme arrêter d'être soumise, mais genre, qui la soumet, là? Il faut voir plus loin que ça. Fait que c'est comme très individualiste versus le système. C'est comme un petit peu plus la pensée que c'est la misogyne. Un petit peu aussi, est-ce que c'est les femmes qui se penseraient inférieures? Alors que c'est plutôt un système, comme elle nous l'expliquait, parce que c'est un système de mythes et de croyances. Après, évidemment, Simone de Beauvoir, elle a fait des études là, au début du 20e siècle. Ça paraît aussi que c'est comme seulement un féminisme pensé avec les moyens d'agir, parce que seulement les femmes avec les moyens économiques ben, vont pouvoir atteindre le statut des hommes à travers leur libération. Donc ça en laisse beaucoup derrière quand on pense à atteindre les hommes. Puis aussi, l'idée reste misogyne, parce que ça valide la logique. Fait que si c'est OK pour les hommes, ben on enferme les femmes dedans. On dit que la réalité de la femme, ben, elle crée la différence, et donc la réalité de l'homme, donc l'homme. Mais si c'est une égalité, mais ça fonctionne dans les deux sens, l'équation. Donc on ne peut pas dire qu'il y en a un qui est côté, sinon on fige l'équation. Donc c'est un peu l'idée de genre, ah mais les femmes sont capables aussi. Et ça, qu'on l'a déjà critiqué dans les derniers podcasts. Après aussi, faire comme les hommes, genre agresser les femmes. Tu l'as déjà réussi, là, on pourrait dire. Le rôle de l'homme, en soi, il est problématique. Le fait qu'on ne veut pas reproduire ses actions, ou comme reprendre son pouvoir, là. Genre, c'est vraiment pas un idéal. Étant donné que c'est seulement certaines personnes qui vont pouvoir reprendre la place de certains hommes, ben, on va toujours garder le même système qui n'est pas bénéfique aux femmes. Fait que le féminisme beauvoirien, mais c'est vraiment un féminisme d'accession au pouvoir par certaines. Puis aussi, le différentialisme, là, ça base vraiment comme la lutte dans une identité, parce qu'il faut que tu correspondes à cette identité-là. Tu dois d'abord correspondre à la féminité critiquée pour la revendiquer. Fait que c'est comme un peu encourager le statu quo, on pourrait dire. Après aussi, il y a vraiment une vision universaliste de l'oppression des femmes, comme elle le dit là, en analysant comme les mythes de partout, comme si sa situation aussi, elle-même, était comme un petit peu plus sujet que les autres, qu'elle pouvait analyser les autres objectivement, puis que son idéal, c'était l'idéal de tous, on pourrait dire. En tout cas, aussi comme s'il n'y avait pas de mouvement féministe là-bas, là, en mode on va aller sauver les femmes ailleurs. Là. Donc, qu'est-ce que c'est le féminisme de Simone de Beauvoir? Qu'est-ce que ça veut dire? On n'est pas femme, on le devient. Ben, l'homme et la femme sont créés par la société, mais on ne peut pas nier la réalité biologique, donc il faut libérer la femme dans ce système en permettant de vivre comme les hommes. Donc, vraiment, la majorité du féminisme aujourd'hui, ben, c'est basé sur ces idées beauvoiriennes, le féminisme libéral, blanc, etc. Malgré tout, il y a quand même une certaine solution de Simone de Beauvoir qui m'ont plutôt plu, notamment de refuser de vivre en s'acceptant comme l'autre, ce qui viendrait, dans le fond, défaire le socle dans lequel repose la masculinité. Et là, ça s'applique à plusieurs champs, comme on a dit, parce que la féminité, ben, c'est plein de choses qu'on fait. Donc, il faut vraiment ne pas chercher à plaire dans ce standard. Moi, je pense que, déjà, si on fait ça, c'est bon, et on est capable, surtout, de le faire, d'arrêter aussi de s'objectifier de cette façon-là. Encore une fois, là, il va falloir vraiment revenir sur ce sujet. Il faut pas l'entendre comme les pratiques sexuelles, par exemple. Il y a des contextes dans lesquels ça peut être correct. Arrêter la transmission de ces valeurs-là par une éducation féministe. Donc, sur les idéaux, c'est vraiment ça qui chamboule tout, on pourrait dire. Puis, un peu comme insister que les filles sont belles, mais il faut arrêter de dire ça. Il faut arrêter d'enseigner aux filles qu'il faut qu'elles cherchent à plaire. Et aussi, j'aime qu'elle dit que la libération est seulement possible par la collectivité, même si au final, sa pensée trahit un individualisme, là, elle va quand même dire que la collectivité est nécessaire, puis que ça nécessite une évolution économique de la condition des femmes, parce que une libération comme centrée sur soi, comme atteindre un amour plus sain, ou un idéal féminin que tu aurais comme vraiment décidé, ben c'est simplement une nouvelle servitude, là,
Donc c'est juste comme la misogynie rebranded. Qu'est-ce que j'aime dans ses œuvres au final, c'est qu'elle met vraiment les bases du genre. Elle est très queer malgré elle, on pourrait dire. C'est aussi, il y a plein de contradictions, puis je vous dis que ça marche pas, on pourrait dire, mais c'est ça qui est intéressant parce que au travers de qu'est-ce que je suis comme ça me semble être plus des facts. On pourrait dire l'aspect socialisation par exemple, ben je peux avancer au travers de ça, voir où sont les lacunes. Donc je pense que c'est vraiment un ouvrage essentiel, on pourrait dire. Dans le prochain épisode, on va se retrouver pour la suite de la petite mini-série sur le genre, qui va régler le problème straight de Madame Beauvoir, avec Monique Wittig et la pensée straight, et enfin le 3e épisode sur Judith Butler, je rappelle. Donc on se rejoint pour les prochains épisodes, j'espère qu'ils vont vous plaire. Ajout, vous pouvez me les dire en commentaire, vous pouvez aussi commenter sur Spotify maintenant, et si vous voulez me laisser un bon review, 5 étoiles, un bon commentaire sur les plateformes, ça me ferait vraiment plaisir, ça aiderait à agrandir la communauté de garces que nous sommes. Donc rejoignez-moi les dimanches au moins une fois par mois pour créer la discussion. Le podcast, comme je viens de le dire, est disponible sur toutes les plateformes audio et en version vidéo sur YouTube. Coucou qui me voit en ce moment. Et je suis retrouvable entre-temps toujours sur ma chaîne et sur les réseaux sociaux sous mon pseudo Anne Literarum. C'est là-bas qu'on me retrouve. Donc c'était Anne Larouche. On se dit à bientôt tout le monde pour les prochaines pages de garce.